5 millions de milliards de tonnes. C'est le poids de notre atmosphère. C'est un chiffre qui défie un peu l'entendement, c'est vrai. Ouais, totalement. C'est presque inconcevable. Mais essayons quand même de le visualiser en instant. Si on réduisait la Terre à la taille d'un ballon de basket, toute cette masse d'air, toute notre atmosphère, elle serait pas plus épaisse qu'une simple feuille de papier. Une feuille de papier collée à sa surface, oui. Exactement. Et le plus dingue, c'est que c'est précisément dans cette infime pellicule, dans ce confinement vraiment extrême, que se joue absolument tout ce qu'on appelle la météo. Chaque tempête, chaque chute de neige, chaque canicule. Et cette contrainte spatiale, elle pose d'emblée un paradoxe hyper fascinant. Parce que dans cette épaisseur complètement dérisoire, l'atmosphère est soumise à des lois physiques implacables. La thermodynamique, la gravité, la mécanique des fluides. Tout y est régi par des équations très strictes, en fait. Voilà, c'est très mathématique. Mais pourtant, le résultat de ces équations qui sont censées être prévisibles, c'est un chaos quasi total. Et c'est ça qu'on va essayer de disséquer dans notre exploration d'aujourd'hui. J'adore le programme. L'objectif, c'est de faire une sorte d'autopsie d'une perturbation atmosphérique typique. Un peu comme si on était dans un cours de météorologie pour étudiants, mais vraiment axé sur l'expérience. On va suivre sa naissance invisible jusqu'à sa mort spectaculaire. Bon, décortiquons un peu tout ça alors. C'est justement cette contradiction qui m'interpelle dans nos sources. On sait depuis toujours que le moteur de base de la météo, c'est simplement le Soleil. Ouais, le Soleil qui chauffe notre planète de manière inégale. C'est ça. Il tape l'équateur de manière super concentrée, à la verticale, alors qu'il effleure les pôles de manière très oblique. Donc, on a un gros excédent d'énergie au centre et un déficit aux extrémités. Tout à fait. Mais du coup, la thermodynamique de base voudrait que l'air chaud monte à l'équateur et que l'air froid redescende des pôles pour équilibrer tout ça. Si le système est si logique, pourquoi on n'a pas juste, je sais pas, un courant d'air froid constant et rectiligne qui descend en ligne droite? Parce que la Terre refuse d'être une simple sphère immobile. La rotation planétaire vient complètement saboter ces tentatives d'équilibre. Et c'est là qu'intervient la fameuse force de Coriolis. D'accord, la force décrite par Gaspard Gustave de Coriolis au XIXe siècle, c'est ça? Exactement, en 1835. Ce qui est fascinant ici, c'est l'effet mécanique. Imaginez une masse d'air qui flotte juste au-dessus de l'équateur. Comme la Terre tourne, cette masse d'air se déplace vers l'est à environ 1600 km/h, simplement parce qu'elle est entraînée par le sol. Jusque-là, c'est super logique. Elle voyage avec le sol en dessous d'elle. Ouais. Mais si cette masse d'air est poussée vers le nord, vers des latitudes où la Terre est moins large, le sol en dessous d'elle tourne beaucoup moins vite. Ah, parce que la circonférence est plus petite vers les pôles. Exactement. L'air, lui, il conserve son élan initial acquis à l'équateur, donc il va avancer plus vite que le sol en dessous de lui. Et de notre point de vue, à la surface, cette masse d'air semble dériver vers la droite, dans l'hémisphère nord. D'où les trajectoires courbées qu'on voit sur les cartes météo. C'est ça. Au lieu d'aller en ligne droite, l'atmosphère est condamnée à s'enrouler sur elle-même. Ça forme d'immenses structures circulaires. Ce qui nous amène direct aux anticyclones et aux dépressions. Ce ne sont pas juste des zones abstraites avec un A ou un D sur une carte. Non, ce sont de gigantesques colonnes d'air en rotation. Et elles fonctionnent de manière diamétralement opposée, si j'ai bien compris. Les sources soulignent que l'anticyclone est une sorte de destructeur de nuages, alors que la dépression, c'est le grand architecte du mauvais temps. C'est la parfaite métaphore, oui. Mais comment un simple changement de pression peut faire disparaître un nuage? C'est fou! En fait, tout repose sur la physique de la compression des gaz. Dans un anticyclone, on a de la haute pression. L'air s'accumule en altitude et il est forcé de descendre vers la surface. D'accord. Et en descendant, il subit une pression atmosphérique de plus en plus forte. Cette compression mécanique réchauffe l'air. C'est exactement comme l'embout d'une pompe à vélo qui chauffe quand on gonfle un pneu. Ah oui, on a tous déjà ressenti ça. Et voilà. Et la règle d'or en météo, c'est que la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau sous forme de gaz invisible, elle augmente avec la température. Donc, en se réchauffant, cette air qui descend acquiert la capacité d'absorber l'eau liquide qui était suspendue dans l'air. C'est exactement ce mécanisme. Les gouttelettes d'eau qui formaient les nuages s'évaporent et redeviennent un gaz invisible. L'anticyclone nettoie littéralement le ciel. Et ça nous donne le fameux beau temps. Voilà. Alors qu'à l'inverse, dans une dépression, on a de la basse pression. L'air est aspiré vers le haut, la pression diminue, donc l'air se détend et se refroidit. Et du coup, sa capacité à retenir l'eau s'effondre. C'est ça. Le gaz se condense en gouttelettes ou en cristaux de glace. Le nuage naît et le mauvais temps avec. C'est le berceau de notre perturbation.
Je veux vraiment m'arrêter sur cette dynamique d'aspiration de la dépression parce que c'est là que notre plongée devient super intéressante. Pour combler ce vide, la dépression va aspirer de l'air venu de très loin. Et les notes parlent de la mémoire des masses d'air. Ah, ça c'est un concept génial à expliquer. Ouais, c'est presque poétique, non? Comment un fluide basique, de l'azote et de l'oxygène, peut garder une mémoire de son point d'origine, surtout après avoir voyagé sur des milliers de kilomètres? Cette mémoire, c'est en réalité une énorme inertie thermodynamique. Quand une vaste étendue d'air stagne pendant plusieurs semaines au-dessus d'une région, genre la toundra sibérienne en hiver, elle agit comme une éponge. Elle absorbe le climat local, hein, en gros. Exactement. Elle prend les caractéristiques de la surface. Une masse d'air arctique devient super dense, lourde, très froide et très sèche. Et quand elle se met enfin en mouvement, son volume est tellement gigantesque qu'il lui faut des jours pour perdre ses caractéristiques. Attends, c'est là que j'ai un bug. Si une masse d'air polaire glacial descend vers le sud et qu'elle rencontre de l'air chaud tropical qui remonte, pourquoi elle se mélange pas juste pour faire de l'air tiède? C'est une excellente question. Ça tient à la différence de densité. L'air froid est lourd, l'air chaud est léger. Quand ils se rencontrent, ils ne se comportent pas comme de l'eau chaude qu'on verse dans de l'eau froide. Ah bon? Non, ça ressemble plus à de l'eau mélangée avec de l'huile. Ah, d'accord, ils sont émissibles. Voilà, à grande échelle, ils ne se mélangent pas spontanément. Ils entrent en collision physique. Et la zone de démarcation entre les deux, cette ligne de front, c'est ce qu'on appelle un front météo. Donc c'est une vraie frontière physique et la forme de cette frontière va dicter la météo qu'on se prend sur la tête. Exactement. Et on a deux dynamiques très différentes. Oui, le front chaud et le front froid. Parlons du front chaud d'abord. La transition a l'air super lente, presque furtive. C'est ça. Le front chaud, c'est quand l'air chaud avance et rattrape de l'air froid. Mais comme l'air chaud est plus léger, il ne peut pas pousser l'air froid qui est lourd et collé au sol. Donc il lui passe par-dessus. Ouais, il rampe au-dessus en glissant sur une pente d'air froid sur des centaines de kilomètres. C'est un ascenseur très lent. La vapeur d'eau se condense doucement. Et ça donne ces longues pluies super régulières, la brune qui n'en finit pas. Exactement, sans grande violence. Mais le front froid, c'est une toute autre ambiance. Là, c'est l'air polaire dense qui passe à l'attaque. Et comme il est lourd, il grimpe pas du tout. Non, il agit comme un coin, comme une lame de bulldozer qui s'enfonce sous l'air chaud. C'est violent comme image. Mais c'est très juste. L'air froid avance près du sol et soulève l'air chaud devant lui avec une violence inouïe. L'air chaud est soulevé d'un coup, il se refroidit super vite et l'humidité se condense presque instantanément. Et boum, les gros nuages noirs. Voilà, des nuages à fort développement vertical. La pression chute, on perd 10 degrés en quelques minutes, le vent tourne. Et puis, après une grosse averse, le ciel se dégage d'un coup. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ces affrontements, ils dessinent carrément la géographie du ciel. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour parler de Luke Howard. Ah, notre fameux pharmacien anglais. Ouais. En 1802, ce type a eu l'idée de classer les nuages. Pas juste comme des formes aléatoires, mais vraiment comme des fluides en mouvement. Ces noms latins, on les utilise encore tous les jours. C'est la base de la météo. Le stratus, la couche uniforme du franc chaud, le cumulus, le petit amas de beau temps, et les cirrus, ces petites mèches de cheveux glacés à moins 50 degrés. Les cirrus, c'est fou, parce qu'ils peuvent prévenir de l'arrivée d'un franc chaud avec 24 heures d'avance, juste en observant le ciel. C'est génial. Mais pour comprendre ce qui pilote toutes ces masses d'air, il faut monter bien plus haut que nos nuages classiques, dans la haute troposphère. Ah oui, le domaine des courants G, les fameux G-streams, ce sont les vrais chefs d'orchestre de notre météo au sol. Et leur découverte est dingue. Les météorologues s'en doutaient, mais ce sont les pilotes de bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale qui se les sont pris de plein fouet. Exactement. Ils se heurtaient à des murs de vent à plus de 300 km/h. Ça immobilisait presque leurs avions en plein vol. Comment c'est possible d'avoir des rivières d'air aussi violentes à 10 km d'altitude sans qu'elles se dissipent? C'est le résultat direct du contraste de température extrême entre les pôles et l'équateur, combiné encore une fois à notre force de Coriolis. L'air tente de s'engouffrer violemment vers le nord, la Terre tourne et le vent pivote vers l'est. Ça crée un corridor de vent hyper concentré. Un corridor qui n'est pas du tout une ligne droite d'ailleurs. Les sources parlent des ondes de Rossby, ces grands méandres dans le courant G. Ouais, de grandes ondulations. Et ce sont elles qui guident nos anticyclones. Mais parfois, le système bug.
et on parle de blocage atmosphérique. C'est quoi exactement ce blocage qui cause nos pires canicules? C'est hyper critique aujourd'hui. Parfois, un méandre de l'onde de Rossby devient tellement énorme qu'il se referme sur lui-même. Ça crée un tourbillon isolé qui se détache du courant principal. Un peu comme un bras mort dans une rivière. C'est la bonne analogie. Et quand ça arrive avec un anticyclone, il se retrouve piégé au même endroit, barricadé. Il repousse toutes les dépressions sur les côtés. C'est le fameux dôme de chaleur. Voilà. En été, le soleil tape le même sol sec pendant des semaines. Aucune pluie ne peut entrer. C'est la mécanique exacte des canicules interminables. Bon, redescendons un peu de la stratosphère. Revenons à notre front froid qui vient de percuter l'air chaud. L'ascension est brutale et on entre dans la phase critique, le climax de notre tempête vacale, le cumulonimbus. Le monstre de la météo. Ce n'est plus juste un nuage, c'est un vrai moteur thermique qui s'auto-alimente. Et le secret de cette violence, d'après les notes, c'est la chaleur latente. C'est un concept qui paraît presque magique. C'est l'un des concepts les plus puissants de la thermodynamique. Pour le saisir, faut revenir à l'évaporation. Quand le soleil chauffe l'océan, il dépense une énergie colossale pour transformer l'eau en gaz. Ok, la vapeur d'eau. Et cette énergie, elle disparaît pas. Elle est emprisonnée dans la vapeur d'eau sous forme de chaleur latente de façon totalement invisible. D'accord. Plus tard, quand cet air humide est forcé de monter par notre fameux front froid, il se refroidit. La vapeur d'eau redevient liquide. Elle se condense. Et c'est là que le piège se referme. Exactement. En redevenant liquide, l'eau restitue instantanément toute cette énergie solaire dans l'air environnant. Attends. C'est hyper important ce que tu dis là. Ça veut dire que l'air à l'intérieur du nuage, au moment même où il crée de l'eau, il se réchauffe au lieu de se refroidir. C'est tout à fait ça. Mais du coup, s'il se réchauffe, il devient plus léger. Donc il monte encore plus vite. Il aspire encore plus d'air humide par le bas, il condense plus d'eau et il libère encore plus de chaleur. C'est une réaction en chaîne redoutable. Un vrai cercle vicieux. Ça crée des courants ascendants qui peuvent dépasser les 100 km/h à l'intérieur du nuage. Le petit cumulus de base devient une tour monstrueuse qui monte à 18 km d'altitude. C'est 2 fois le mont Everest. C'est terrifiant. Et ça s'arrête que quand ça percute la stratosphère, parce que là, l'air est stable. Le nuage s'écrase sur ce plafond invisible et s'étale sur les côtés, formant cette grande enclume glacée typique des orages. Et justement, l'intérieur de cette tour, c'est un laboratoire de physique de l'extrême. Et je veux qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, parce qu'il faut briser un mythe absolu sur ce qui tombe de cette enclume. La pluie. Ah, la forme de la goutte d'eau. Oui, depuis l'enfance, on nous fait dessiner des gouttes en forme de larmes, pointues en haut, bien rondes en bas. Mais la mécanique des fluides dit que c'est n'importe quoi. C'est un non-sens aérodynamique total. Au début, quand la goutte est toute petite, elle est parfaitement sphérique grâce à la tension superficielle. Comme une petite bulle. Ouais, mais en tombant et en grossissant, elle affronte la résistance de l'air. L'air n'est pas vide, il frotte contre la base de la goutte. La pression de l'air vient écraser la goutte par en dessous. C'est ça. Du coup, elle s'aplatit. Elle ressemble plus à un pan d'hamburger, bombé au-dessus et plein en dessous. Adieu la forme de larme, donc. Totalement. Et si elle grossit trop, disons plus de 5 mm, la friction est telle que la goutte se creuse au centre. Elle prend la forme d'un parachute inversé et la bulle d'eau explose sous la pression atmosphérique. C'est dingue, elle se fragmente en petites gouttes qui recommencent le cycle. C'est une sorte d'autorégulation de la pluie. Exactement. Mais il n'y a pas que de l'eau liquide qui tombe. Si les courants sont hyper violents, on se prend de la grêle. Il fait 30 degrés au sol et on reçoit des blocs de glace sur la tête. Comment c'est possible? C'est la preuve matérielle de la brutalité des vents verticaux dans le nuage. Une goutte d'eau tombe, mais elle est happée par ce vent à 100 à l'heure, qui monte. Elle est renvoyée vers le haut. Ouais, projetée de force dans le sommet glacé du nuage à moins 40 degrés. Elle gèle d'un coup. Le vent faiblit, le glaçon retombe un peu, il attrape de l'eau liquide en surfusion, puis il est repris par un autre courant ascendant et il regèle. Comme une bille de loto qui rebondit dans sa sphère en prenant une nouvelle couche de glace à chaque tour. Voilà, d'où les couches concentriques si on coupe un grêlon. C'est fascinant. Et pendant que toute cette glace est broyée dans le nuage, ça génère la foudre. Là aussi, la mécanique est dingue. C'est la collision microscopique de milliards de particules de glace qui arrachent des électrons. Exactement. Ça crée une séparation de charge. Le sommet devient positif, la base négative. Le ciel entier devient un condensateur géant. Et quand l'air ne peut plus isoler tout ça, ça claque. La différence de potentiel atteint des centaines de millions de volts. L'éclair déchire l'atmosphère. On parle d'un canal de plasma à 30 000 degrés Celsius, 5 fois la surface du Soleil. Et l'autonaire, c'est juste le son de l'air qui explose, chaleur instantanée? L'air se dilate de façon supersonique, puis se rétracte.
C'est une déchirure thermoacoustique. C'est d'une puissance inouïe. Et dire que ce moteur orageux classique, c'est rien comparé aux cyclones tropicaux. Si ça se forme au-dessus d'une eau à plus de 26 degrés, le carburant est infini. On a un monstre à 300 km/h. Mais bon, l'entropie finit toujours par gagner. Heureusement pour nous. Aucune tempête ne dure éternellement. Les courants descendants, lourds de pluie froide, finissent par écraser les courants ascendants chauds. Le moteur se noie dans son propre échappement. Le calme revient. C'est la phase de résolution. Et cette résolution, elle nous offre l'un des trucs les plus contre-intuitifs de la physique, l'arc-en-ciel. Ah, la géométrie de la lumière. Ouais, dès que la tempête s'estompe, le soleil transperce la pluie. Et les sources affirment qu'un arc-en-ciel n'a aucune réalité physique spatiale. Moi, mon cerveau bug là-dessus. Quand j'en regarde un, je vois bien où les couleurs touchent l'horizon. C'est une illusion d'optique magistrale. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est juste de la géométrie. La lumière entre dans la goutte d'eau, elle est réfractée, séparée en couleurs, elle rebondit au fond de la goutte et ressort avec un angle ultra précis d'environ 42 degrés. D'accord, la goutte d'eau sert de prisme. Exactement. L'arc-en-ciel qu'on perçoit, c'est pas un objet suspendu. C'est la base d'un cône optique, dont la pointe est ton œil. La pupille de la personne qui regarde. Oui, toutes les gouttes renvoient de la lumière, mais seule celle située exactement à 42 degrés de ton axe de vision envoie les couleurs dans ta rétine. Attends. Si je fais un pas sur le côté, l'angle change, donc ce sont d'autres gouttes d'eau qui créent l'arc-en-ciel. Exactement. Ce qui veut dire qu'il est physiquement impossible pour deux personnes côte à côte de voir le même arc-en-ciel. Littéralement impossible, oui. Ton arc-en-ciel est strictement personnel. C'est l'interaction unique entre le soleil à 150 millions de kilomètres, l'eau et ta propre rétine. C'est magnifique en fait. La physique la plus froide crée une poésie folle. Et ça marche aussi avec la glace, non? Dans la haute atmosphère. Bien sûr. Quand le front laisse des cirrus pleins de cristaux de glace hexagonaux, la lumière les traverse et crée des halos ou des parélies, ces faux soleils sur les côtés. Des trucs qui ont terrorisé des armées entières par le passé. Alors que c'est juste la géométrie de la glace. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On est parti d'une asymétrie de température globale, on a vu l'air transporter la mémoire des continents, le front froid agir comme un bulldozer, le cumulonimbus cracher des grêlons façon loto et la lumière finir en arc-en-ciel. La météo, c'est pas juste le temps qui fait. Non, c'est l'interface directe, palpable, entre des équations thermodynamiques complexes et notre corps. Ça m'amène à une dernière réflexion pour clore cette exploration. On vient de voir que l'air a une mémoire, une inertie géographique. Une masse d'air orageuse, elle a emmagasiné sa chaleur sur un océan tropical ou son froid sur la banquise, il y a des jours de ça. Oui, elle a transporté cette signature sur des milliers de kilomètres. Du coup, quand la tempête est finie, que la pluie a plaqué la poussière au sol et qu'on sort pour respirer cet air lavé, bien frais, peut-être que ce grand bol d'air, c'est pas qu'un acte biologique. L'air qu'on inhale à cet instant, c'est littéralement une archive atmosphérique. Une archive physique, oui. Il contient le froid d'un autre hémisphère, l'empreinte d'un océan lointain, l'échantillon d'un voyage planétaire invisible. La prochaine fois que le ciel se dégage après un orage, ce petit souffle sur notre visage, c'est un morceau du globe entier qui vient à notre rencontre. C'est fascinant. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. On espère que vous ne regarderez plus jamais un nuage de la même manière.